Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Rue du Sel, c'est l'Happy Hour et on retrouve nos invités des mois précédents, Mélodie, Arnaud et Brian. On a le grand plaisir de vous retrouver à nouveau pour passer du temps ensemble et pour un peu bien croiser vos regards. On va papoter ensemble tout simplement. Jean-Phi est avec nous aussi, fidèle au poste et pour le coup, tu as coaché la préparation des cocktails, Jean-Phi. C'est mon truc, j'aime ça. Donc, et quand je peux faire plaisir, écoute. Surtout beaucoup de citron. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, bref, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de retrouver nos invités. Comme ça, pour tout de suite démarrer dans le vif du sujet, vous étiez avec nous pendant toute une émission, on a pu explorer vos univers respectifs. J'aimerais vous demander, pour ceux qui auraient peut-être manqué cette émission-là, s'il y a un truc important pour vous, un truc fort pour vous, dans le cadre de booster notre pratique de la solidarité, notre amour du prochain, peut-être de manière très concrète aussi. S'il y a un truc à retenir par rapport à ce qu'on s'est dit, ça serait quoi? Un truc peut-être qui est inspirant pour nous tous. Arnaud, je te vois secouer la tête, alors je me dis, tu es une cible facile. Allez, on y va. Pour moi, en fait, c'est le fait d'être intentionnel, c'est-à-dire décider, de passer à l'action, en fait, d'aimer son prochain, mais voilà, en s'engageant concrètement, en planifiant même des choses, quoi, voilà, au quotidien. D'accord, ça connecte avec ConnectMe, l'application qu'on a évoquée. Mélodie, pour toi? Je dirais que c'est le fait d'élever l'autre, le valoriser. Ouais. C'est une manière, je trouve, de montrer de l'amour parce qu'on est dans une société qui le fait peu. Et justement, ce côté de vraiment élever l'autre, c'est, je pense, une manière concrète de le montrer, son amour. On valorise pas assez les autres? Je trouve qu'on valorise pas. On écrase. On est dans une société où chacun s'écrase pour s'élever au lieu d'élever les autres et c'est dommage. Ok. Ouais, bien vu. Hein. Souvent, les trucs négatifs, on se dépêche de les dire et les trucs positifs qu'on pense, on oublie de les exprimer. Hein. Ok, petit encouragement au passage. Brian, pour toi, une chose qu'il faut absolument retenir de ton passage dans l'émission La Rue du Sel? Et pour moi, montrer directement l'amour en action, je pense que c'est une manière concrète de faire les choses pour montrer... ça dépend du contexte, il y a toujours un besoin. Et si on fait les actions de l'amour concrètement, bon, on peut montrer de sa manière l'amour. D'accord. Donc c'est quoi? C'est le passage à l'acte. Exactement. D'accord. Très bien. Il faut que tu télécharges l'application ConnectMe, puisque je vais connaître un peu. Elle va t'aider. On peut faire une version pour le Pérou. Ouais, c'est ça, en espagnol. Pourquoi pas, bien sûr. C'est ça. Ouais. Il faudrait voir si ça existe. Mais c'est vrai que ce genre d'idée. Si cette idée naît sur ce plateau, alors là, c'est parfait. On se lance et alors le principe c'est le suivant pour cette émission. On va vous faire goûter deux choses, trois si on compte les cocktails. Hein. Deux choses. La première, ça va être trois thématiques que vous avez tous évoquées. Et nous, on a pioché ça, je suis allé chercher ça dans les différentes émissions, je me dis tiens, c'est marrant, ça se rejoint un petit peu cette question-là. Et du coup, on va aborder ces thématiques ensemble. Donc trois petites thématiques. Et puis Jean-Phi, coquin comme il est, et joueur comme il est, ça fait un peu Royal Canin comme ça, joueur comme il est. Il a le poil doux. Ah bah non, il n'a pas de poil. Le poil dru là ici, désolé. Il a préparé des jeux pour vous découvrir toujours un petit peu plus avec une séquence de jeux. Bref, deux séquences de jeux. Deux séquences de jeux. J'ai dit un. Oui. C'est pas un, c'est deux, pour le prix d'un. Voilà, donc installez-vous confortablement, on se lance dans l'Happy Hour. Et du coup, la première petite thématique que je voulais vous soumettre, c'était l'enfance. Et l'impact de l'enfance, de vos enfances respectives, sur qui vous êtes aujourd'hui, sur ce que vous faites aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est une thématique qui ressortait beaucoup. Pour toi, Brian, bien sûr, il y avait le parrainage, tu as été un enfant parrainé. Pour toi, Arnaud, tu nous as parlé d'un élément clé, une colo, tu avais l'âge de 12 ans, tu fais un cheminement spirituel. Et pour toi aussi, l'enfance, Mélodie, a été importante puisque tu nous as beaucoup parlé du Bercail, le Bercail, là où tes parents étaient éducateurs spécialisés, tu as grandi aux côtés d'enfants placés. Donc j'ai l'impression que vos enfances respectives vous ont énormément marqué ce que vous faites aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Alors si je vous dis ça, Brian, je commence peut-être par toi. Comment ton enfance t'a marqué dans qui tu es aujourd'hui? Comment tu répondrais à cette question? Qu'est-ce que tu vois quand je dis ça? Bon, l'enfance, c'est une étape très, je peux dire, importante parce que les choses qui te passent à cette étape t'es marqué
jusqu'à maintenant. Peut-être tu as appris des choses qui sont bonnes et habitudes par toi ou non. Peut-être tu as pas ces choses dans ta famille, avec ta communauté, etc. Ça dépend des contextes. Mais à mon avis, par moi, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais une chose que je peux... Et je me souviens très bien, c'est les choses qui s'assemblent moi comme un ancien parrainé, la parole de Dieu et mon centre de développement, qui m'a touché beaucoup et a transformé ma vie en chaque étape jusqu'à maintenant. Ça a été un enfant particulier parce que j'aimerais bien qu'il raconte une anecdote de son enfance, si je peux. C'est pas ça le jeu. Hein. En fait, tu nous as raconté hors plateau que en fait, tu apprenais des choses au centre de développement. Et puis, quand tu revenais à la maison et que tu voyais que tes parents vivaient pas ces choses, toi, enfant, tu les interrogeais sur leur façon de vivre. Tu peux... Ouais, il y avait un jour que j'écoutais la discussion de mes parents. Et mes parents étaient en discussion pour la dette à payer chaque mois parce que j'ai grandi en un contexte difficile et une situation de pauvreté. Et ma famille, alors, j'écoutais la discussion et j'avais appris une leçon en l'église des Proverbes 15. Et donc, à ce moment, j'écoutais la discussion et j'ai pris la Bible, et je suis allé avec eux. J'ai dit, j'écoute que vous discutez tout le temps, mais la Bible dit une chose comme Proverbes 15 qui dit que voilà, s'il y a le faux, tu ne vas ajouter plus faux parce que ce sera un accident, il y aura plus de faux, donc tu devrais donner une réponse plus calme qui sera comme de l'eau qui va améliorer ces faux qui a commencé. Donc, je ne sais pas, j'écoute les choses que vous faites et avec beaucoup de respect, papa, maman, changer l'attitude. Donc, c'est une leçon que j'avais pris à les centres de développement d'enfants. Bon, c'est les souvenirs. Ce qu'on dit, je crois, en France, en français, c'est jeter de l'huile sur le feu, ça serait ça. Et plutôt que de jeter de l'huile sur le feu et de faire grossir le problème, on essaye de l'apaiser. Et c'est ce que tu retrouvais dans la Bible, quoi. Okay. Je trouve ça intéressant que, en tant qu'enfant, il ose, et puis il amène ça à ses parents. Je trouve ça fort. Punition pour toi. mais ça montre déjà une détermination quand même chez Brian. Ouais, c'est beau. Et je trouve que c'est vachement intéressant, c'est pas notre sujet, mais le côté qu'un enfant est capable aussi d'aider ses parents à grandir. Ça, je trouve ça très très beau et très très vrai. Et c'est pas facile, je pense, quand on est parent, d'accepter. Parfois, souvent il faut être le parent, mais des fois il faut aussi réussir à accepter de soi-même cheminer, soi-même grandir, en étant guidé par son propre enfant. Ouais. Je sens que tu es d'accord. Ce qui est très fort, c'est que Dieu peut utiliser un enfant pour nous faire grandir. Ouais. Et ça, au contraire, faut le prendre, faut l'accepter parce que c'est sa façon de faire aussi. Hein. Dieu peut faire ça. Ouais, oui, c'est ça. J'allais dire, il y a des textes qui pourraient assurément... Il y a une très belle phrase de Pierre Bottero qui dit « Celui qui croit savoir n'apprend plus ». Et je trouve que souvent, en fait, on a cette attitude de se dire « Mais c'est un enfant, qu'est-ce qu'il pourrait... Enfin, c'est à moi de lui apprendre, etc. » Alors qu'en fait, quand on est réceptif, qu'on est prêt à se laisser enseigner, même par des enfants, enfin, on apprend des leçons qui sont extraordinaires. Ouais, trop bien. On a un tout petit peu dévié notre sujet, c'est pas grave, c'est le principe, hein, c'est un exercice un petit peu... En fait, c'est ça mon jeu. C'est de faire dévier le sujet. C'est de saboter mes questions. Merci. Le jeu est en permanence avec Cédric, en fait. Et du coup, même question, là, justement, votre enfance et comment votre enfance vraiment vous a sculpté comme vous êtes aujourd'hui, Arnaud? Moi, en fait, je suis né dans une famille chrétienne et un jour en colonie de vacances, à la suite d'un culte qui parlait même pas du péché ou quoi que ce soit, c'était un culte pour enfants à 12 ans. Je suis sorti de ce culte-là et je suis rentré dans les dortoirs et je me suis isolé et je me suis mis à pleurer. Et il y avait vraiment une conviction de péché. Alors à 12 ans, je ne sais pas ce qu'on peut comprendre du péché vraiment, mais en tout cas, en moi, je sentais vraiment que j'étais sale, que j'étais pas... Je plaisais pas à Dieu, en fait, tel que j'étais. Donc, une très forte conviction de péché. Et bien sûr, mon moniteur a tout de suite compris ce qui se passait. Et donc, il m'a dit, bon, allez, on va prendre un temps ensemble. Et puis là, ça a été le premier jour où j'ai donné vraiment mon cœur à Jésus. Et puis après, il y a eu des hauts et des bas dans mon adolescence. Mais par contre, j'ai toujours été attaché à Dieu. Depuis ce jour-là, à 12 ans, dans tout mon parcours, j'ai toujours été attaché à Dieu, même si des fois j'étais proche, des fois j'étais moins proche. Mais voilà.
Il y avait cet attachement permanent. Ouais. On te sent solide comme le roc, hein. Ça fait plaisir de te côtoyer en tout cas. Mélodie, pour finir. En fait, j'allais rebondir un peu. Moi, donc, je viens d'une famille chrétienne et engagée, très engagée socialement, que ce soit mes parents ou même au-dessus, dans les générations. Et on a toujours été à l'église. Et en fait, quand j'avais 7 ans, je me suis retrouvée dans une louange où on chantait un chant qui est assez connu, hein, « Je loue ton nom éternel », on en entend souvent. Et en fait, je sais pas pourquoi, ce jour-là, le 19 septembre 2004, dans les paroles, d'un moment, c'est « de la terre à la croix payée pour moi ». Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, le « pour moi », en fait, il a résonné d'une manière incroyable. En fait, j'ai compris que qu'en fait, ma vie appartenait à Dieu. De toute façon, c'était lui qui me l'avait donnée. Et que si je décidais de la mener comme moi je voulais et que j'en prenais le contrôle, en fait, je la volais à Dieu. Et donc j'ai une forte notion de justice et de vérité, et j'ai dit mais moi je suis pas un voleur. Et donc ce jour-là, un peu même réaction, je me suis retrouvée à pleurer. Je pense qu'aucun de mes parents comprenait ce qui se passait à ce moment-là pendant le culte. Et j'ai dit mais en fait Dieu, ma vie elle t'appartient et je veux qu'elle t'appartienne vraiment. Je veux que ce soit toi qui la guide parce que c'est la tienne en fait. Moi je suis que le gérant et c'est toi qui es le propriétaire et c'est à toi de me donner la ligne directrice. Et donc à partir de là, donc j'avais 7 ans, je me suis convertie, j'ai grandi, je suis tombée, je me suis relevée. Et en fait, à côté de ça, il y avait un passage dans la Bible qui est dans les Proverbes aussi, il me semble, qui dit l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Et en fait, le lien ami et famille a un raisonnement très particulier puisque on parlait des enfants avec qui j'ai grandi et j'ai été modelée en fait par la vision que j'avais de mes parents qui s'occupaient de ces enfants, avec qui on vivait, avec qui on allait à l'école, avec qui on mangeait, avec qui on jouait, on était tout le temps avec eux. Et en fait, ils ont commencé à faire partie de la famille, alors pas tous, parce qu'ils étaient pas tous là pour le même temps, mais il y en a une, entre autres, qui me vient souvent à l'esprit, parce que c'est un peu comme ma sœur adoptive, qui était une de ses enfants, qui est devenue notre nounou, quand elle a eu son premier enfant, je suis devenue la marraine de cet enfant, quand elle s'est mariée, donc un peu avant, c'est mon père qui l'a emmenée à l'hôtel, quand elle s'est fait baptiser, elle a demandé à ce que ce soit moi qui la baptise. Et donc c'était vraiment ce lien on choisit sa famille et c'est un engagement, l'engagement il est entier, on peut pas faire que à moitié, je fais un demi-pas. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, c'était se prendre soin des plus vulnérables et d'aller jusqu'au bout pour le faire. Ouais, et ça se transmet de génération en génération. De génération en génération. Sur notamment l'exemple que tu donnais. C'est top. Jean-Philippe, petite réaction à chaud? T'as pas peur, toi? Non, mais en fait, ça me touche de voir combien, chez nos 3 invités, l'idée de donner sa vie à Dieu est venue jeune, parce que chez moi, ça n'a pas du tout été ce cheminement-là. Et j'admire en fait le fait qu'ils aient vraiment donné leur vie à Dieu jeune. Et ça résonne chez les 3. Jean-Philippe, on transitionne, n'est-ce pas? Oui. Et ce fameux jeu que tu as dans les cartons, je crois que c'est le moment de le sortir. On offre déjà à ce nombre de minutes aux spectateurs ce bonheur. Oui, c'est ça. Ce jeu. C'est ça. Et Jean-Philippe, attention, jingle jeu, c'est juste après ça. Alors le jeu est pas si génial que ça, hein. Je refais descendre la pression. Non, c'est un petit jeu, hein, sans prétention. Par contre, le but du jeu, c'est qu'on discute. Alors, jouer le jeu, si c'est possible. Je fais appel à votre imagination et je commence avec Mélodie. Mélodie, si tu peux aller sur une île déserte, enfin si tu peux, tu es condamné à aller sur une île déserte, mais tu as le droit de prendre avec toi n'importe qui que tu ne connais pas. Qui est-ce que tu amènes et pourquoi? Une personne qui existe, du coup? Oh, je m'étais pas posé la question. Écoute, si ça tu parles à t'arrange... une auteure de roman, moi je peux emmener un de mes personnages. On emmène un existant. Allez, mais alors tu expliques bien qui est le personnage. Hein. Je pense que j'emmènerais le personnage principal de la série de science-fiction, Élise, la princesse Élise. Le nom du livre donc le roman s'appelle Né autre part. Et je l'emmènerais elle parce qu'en fait on se ressemble énormément et que dans un sens c'est facile de vivre avec quelqu'un qu'on connaît bien au final.
on va dire que c'est un risque qui est mesuré. Des fois, on peut plus se prendre la tête avec quelqu'un qui nous ressemble. Ouais, mais on se comprend mieux. C'est vrai. Alors, Brian, on va t'emmener sur la même île, avec les mêmes personnes. Mais par contre, toi, tu as le droit d'emmener un objet. Quel serait cet objet? Si j'ai serré un objet? Non, toi, tu vas sur l'île avec... c'était quoi? C'était Élise. Élise et Mélodie. Et puis, tu as le droit d'amener un objet. Quel est cet objet? Si je peux choisir un objet exactement? Oui. Que je préfère? Pour t'occuper sur l'île. Soit tu te dis, avec les deux là, je vais m'ennuyer, il faut que je me ramène un téléphone portable. Ou alors tu dis, avec ces deux personnes-là, ce serait sympa si j'amenais... Jouer au foot. Un ballon de foot. Peut-être une horloge. Une horloge? Oui. Pourquoi? Pour savoir les temps, contrôler les choses. Ok. C'est une idée. Et si t'as quelqu'un qui débarque, qui avait le choix d'amener n'importe quoi et qui ramène une montre? Je le noie. C'est ça. Non, en vrai, ça peut être intéressant, mais un cadran solaire, ça se fait. Donc, bref. Ouais. D'accord. Il y a déjà 2 villages sur l'île. Il y a les rouges et les jaunes. Arnaud, tu vas sur la même île. Et toi, tu as le droit d'amener un réseau social. Lequel c'est? Et pourquoi? J'ai choisi ça pendant qu'il réfléchit, je vous dis pourquoi. MySpace, c'est interdit. Non, ça serait YouTube, je dirais assez classique, parce que c'est là où je trouve le plus de contenu, par exemple. C'est là où je trouve le plus de contenu approprié à mes recherches, donc ouais, quelque chose d'assez classique du coup. Il serait là sur YouTube à regarder la rue du sel et à dire, regarde, c'est lui le gars qui m'a envoyé sur l'île. Mais je suis très inquiet du réseau Wi-Fi ou autre sur l'île déserte du coup. Non, mais peut-être qu'avec la montre, on peut faire une parabole. Ouais. Alors, les deux autres, est-ce que vous êtes content qu'il ait choisi YouTube? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, ok. Et c'était juste ça le jeu. Moi, en fait, j'aurais amené la crème solaire en objet. Ah ouais, c'est pas bête. Mais peut-être qu'il a la peau plus mate que toi. Juste, j'ai pensé au réseau social pour toi à cause de l'appli Connect Me, pour qu'il y ait quand même un petit lien. Voilà. Pour que ça connecte. On a du coup les trois, on peut faire le lien. Donc Connect Me pour l'appli, elle a ramené un personnage de ses romans, et lui, il veut quoi? Du contrôle. Et oui, un ingénieur qui veut un peu régler les choses, voilà. Comme quoi, on se refait pas. Allez, deuxième petit sujet que je vous propose juste après ça. Alors justement, on va rester dans ce sujet de l'amour, de communiquer l'amour. Donc, sujet qui est connecté à l'application Connect Me, puisque cette application utilise notamment le fameux outil les langages de l'amour, pour savoir à quelle sensibilité on a à faire face quand on s'adresse à d'autres personnes. Donc, on va rester un peu là-dessus. Et j'ai envie de vous demander finalement comment mieux communiquer son amour. Et je me suis dit que c'est un sujet qui allait vous parler à vous tous. Pour toi, Arnaud, là, c'est simple. Tu es chef de projet sur l'application Connect Me, donc on est au cœur du sujet, du projet que tu mènes. Pour toi, Brian, tu vis un peu un déracinement culturel. Finalement, tu viens du Pérou, tu es en France. Il s'agit de réussir à faire passer aussi des choses. Il s'agit de se connecter. Il s'agit de dire aussi son amitié, etc. Pas facile avec les différences interculturelles, etc. Donc, c'est un défi aussi. Pour toi, Mélodie, tu l'expliquais, tu as des spécificités. Alors, j'ai plus tous les termes, HPI, etc. Mais tu as un mode de fonctionnement un peu spécifique. Et effectivement, qui fait que c'est un défi aussi, à une certaine manière, de rentrer en communication et de communiquer l'amour aussi. Donc j'avais envie de vous interroger tous avec là où vous êtes, en fait, finalement, avec ce que vous représentez, ce que vous portez. Comment mieux communiquer l'amour? Alors, Brian, j'ai envie de commencer par toi qui a vécu là une expérience pendant 15 jours en France. Est-ce que tu trouves que c'est facile de communiquer l'amour alors qu'il y a des différences interculturelles, il y a des différences culturelles, des différences de pays, etc. Ou est-ce que c'est une difficulté ou finalement c'est très simple, tu t'es senti comme dans la famille, facile?
Bien sûr, il y a une différence culturelle Pérou et France. Et la cuisine. Il y a un décalage de cette heure. Donc. Mais je pense qu'il y a différentes cultures, mais les principes, les bases, c'est presque la même chose. Et ça dépend de la culture, mais il y a un principe comme être inquiète pour les besoins de l'autre personne, les plus proches de toi. N'importe pas les contextes, n'importe pas la langue, n'importe pas les décalages. Mais être, comme bien a dit Arnaud, intentionnel. Et regarder autour de toi, c'est pas seulement regarder à toi-même, comme la culture maintenant. Moi, je veux ça, j'aimerais ça, je vais faire ça pour moi. Et seulement regarder pour toi-même et non pour les proches, les personnes qui passent besoin. Donc, et je pense qu'il y a un principe, être en attention sur toutes les choses qui passent autour de toi. C'est ça. Une préoccupation pour les autres, quoi, vraiment. Quoi. Ok. Ça marche. Oui, et c'est vrai que c'est un effort, hein, c'est de garder son radar bien allumé et de vraiment réussir à se connecter, notamment lorsque d'autres personnes ne fonctionnent pas de la même manière que soi-même on pourrait fonctionner. Du coup, toute transition toute trouvée, hein, Mélodie. C'est toi qui l'expliquais, hein, t'en parles très librement, hein, c'est pour ça que je me permets de poser le sujet, avec les spécificités que tu portes, qui tu es. Finalement, tu es en plein dans ce sujet, quoi. Réussir à communiquer dans la différence et si possible, à être vecteur d'amour, vecteur de fraternité. Alors, faut avoir conscience que ça fait très peu de temps que j'en parle librement. Okay. Là, ça fait. Là, c'est bon, on m'a cramé. Non, mais c'était la dernière fois. Non, en fait, je pense que le fait d'être différente, par les neuroatypismes, effectivement, HPI, HPE et TDAH, ça me permet aussi de pouvoir prendre les autres tels qu'ils sont. Moi, je suis différente. Tu es différent aussi. Mais du coup, je comprends d'autant plus l'importance de te prendre tel que tu es. Particulièrement, je trouve, dans la manière d'aimer, pour moi, ce sera d'écouter l'autre. De l'écouter, justement, sans le juger, sans présupposer, juste d'écouter et d'essayer de capter qui il est. Et pour moi, c'est la manière que j'ai de montrer mon amour le plus facilement, parce qu'effectivement, la communication avec moi, c'est compliqué. Mais je comprends très facilement les autres par le HPE, entre autres. Et ça me permet de faire quelque chose qu'on fait, encore une fois, peu en société, c'est d'écouter vraiment l'autre. Et de l'écouter sans... à la fac de Théo, on avait cette image où on disait « Mais là, vous êtes en train de lire le texte biblique avec vos lunettes, votre culture, etc. C'est votre lunette. Essayez de changer de lunettes ou carrément de les enlever. » Et je pense que c'est aussi une manière de montrer son amour envers les gens, c'est d'essayer de les regarder, mais sans nos lunettes. Mais au lieu de venir dans leur situation avec nos chaussures, de mettre leurs chaussures à eux. Et ça, on peut y arriver que justement en comprenant qu'ils sont différents et en cherchant à comprendre qui ils sont vraiment. Donc voilà, chausser leurs chaussures. Ouais, bien vu. Merci, c'est super intéressant et ça rejoint justement des contenus que j'ai vus qui vont trop dans ce sens-là et j'apprécie beaucoup. Arnaud, pour toi justement la notion. Alors toi, je sais pas s'il y a quelque chose de spécifique. Mais pour toi, forcément, il y a Connect Me, il y a le projet qui est là. Mais pas que. En fait, pour moi, on peut bien aimer les autres si d'abord on est connecté à Dieu. Du coup, Connect Me, c'est parce qu'en fait, c'est Dieu qui aime les autres à travers nous. Sinon, nous, l'amour qu'on peut apporter aux autres, il sera ce qu'il est, mais il est imparfait. Et je crois que vraiment, c'est très important d'abord d'avoir cette relation avec Dieu. De le laisser remplir nos cœurs de son amour pour les autres, déjà pour nous, d'avoir conscience qu'il nous aime profondément, comme un père parfait, parce que dans ce monde il y a des pères et tous ne sont pas parfaits, mais et ensuite une fois qu'on sait qu'on est aimé, eh ben on peut aimer les autres de la bonne manière. Donc pour moi ça c'est fondamental. Ok. D'où ce qu'on retrouve sur l'application Connect Me, hein, où il y a des parcours
justement, on peut se challenger et essayer de progresser sur sa relation à Dieu, son cheminement de foi personnel. Et c'est ensuite, on trouve ça aussi sur l'application, se connecter aux autres, vivre avec les autres. Voilà, donc c'est même logique. Trop bien. Il y a une image que j'aime beaucoup qui représente ça, c'est dans le psaume 23 quand on dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde », où c'est vraiment en fait l'amour de Dieu qui nous remplit et qui finit par déborder sur les autres. Ça commence par nous remplir nous. D'abord, c'est notre relation à nous et c'est ça qui permet... en même temps, Dieu, c'est la source de l'amour. Ouais. Donc, c'est logique que ce soit cet amour-là qui déborde sur les autres au final. Oui, donner de l'amour alors que toi-même t'es vide. C'est pas possible. Ça marche pas. Okay. C'est comme si tu essayais d'arroser une plante avec un arrosoir vide. Et pour rajouter, une chose très intéressante qu'il a dit, c'est tu ne peux pas donner les choses que tu n'as pas. Et c'est totalement vérité. Super. On finit par être tous d'accord. Jean-Phi, est-ce que tu viens... Je suis pas du tout d'accord. C'est le moment de mettre le... Non, en fait, grain de en sable. vous écoutant, il y a un verset qu'on connaît par cœur, tous, depuis toujours, et qui, moi, me parle beaucoup en ce moment, et je trouve que ça résume bien ce que vous avez dit, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce que j'aime beaucoup là derrière, et en vous connectant tous les trois, c'est ce qu'on entend, hein, c'est tu peux te lâcher à fond sur l'amour avec Dieu, et puis après sur l'amour avec les autres, de la même manière que tu t'aimes toi et que tu te fais grâce à toi, tu fais grâce aux autres, et puis inversement. Et puis juste une chose qui me fait penser un peu au sel aussi, c'est que dans l'ADN du sel, c'est écrit noir sur blanc, il y a une conscience que oui, on va apporter quelque chose à l'autre, ça peut être des enfants parrainés, ça peut être des projets locaux, etc. Mais on a aussi conscience, et c'est là que c'est marqué noir sur blanc, qu'ils vont nous apporter du bien. Oui, on n'est pas là pour voir les autres de haut, oui, nous on va... Et du coup, je connecte ça. Voilà. Oui. D'ailleurs, la suite du verset qu'on connaît bien, « Aimez-vous les uns les autres », c'est « Comme je vous ai aimé ». Et donc c'est vraiment ce côté où on retrouve, c'est d'abord l'amour de Dieu, et après c'est celui qui va vers les autres parce que on aime de cette manière-là. Et ça donne une nouvelle lecture aussi des commandements, parce qu'on se dit, oh là là, les commandements, c'est barbant, et on doit respecter ça. En fait, non, quand on le prend sous l'angle de l'amour de Dieu, c'est finalement, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même, et tu ne peux pas t'aimer toi-même si tu n'as pas une relation avec moi. Et du coup, on se dit, mais rien à voir avec des commandements barbants. C'est vraiment relation et l'amour basé sur la relation avec Dieu. Et du coup, en parlant de réciprocité, Brian, vu que tu avais passé 15 jours en France, moi je propose qu'on aille passer 15 jours au Pérou. La prochaine rue du sel, c'est le Pérou. À la bonne heure. Juste après ça, on passe au deuxième jeu de l'émission. Alors voilà, encore un jeu génial que j'ai entre les mains. Un jeu extraordinaire, vous allez voir, une pépite, le centre de cette émission. Le but, c'est toujours bien sûr de discuter et d'alimenter la conversation, mais sous d'autres angles. Je vais vous montrer 3 photos. Et puis, vous allez peut-être même débattre entre vous, je ne sais pas comment vous allez faire le truc, discuter, et puis vous allez dire, ça me concerne moi, ou oh, ça, je vois bien que ça concerne Arnaud, ou l'idéal, ce serait même que vous disiez... Que vous battiez pour attraper la photo. Et même si moi, j'avais pensé l'image dans un sens, c'est très possible que vous la pensiez dans un autre, donc pas de souci, le but, c'est de discuter. Allez... Attention. Donc, je la montre à la caméra, peut-être là. Allez, où c'est très simple. Hein. Flèche, hein. Une flèche. Je commente, hein. Voilà. Spécialement, on ne voit pas la même chose. Allez, si je fais comme ça, en plus, comme ça, il peut y avoir ambiguïté. C'est ça, une flèche toujours vers le haut, cette fois-ci. Très bien. Je vous montre les autres, comme ça, vous vous dites, ah, moi, c'est plutôt ça, ou... Ok. Attention. Un pneu. On est d'accord, hein? Ouais. Parce que peut-être que tu peux avoir un doute, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, Ok. un pneu. Ah. Un plat chargé en fromage. C'est quoi, c'est une tartiflette? C'est une tartiflette. tartiflette. Une tartiflette. Allez. Alors, donc il faut trouver Donc, qui un est pneu, qui. une flèche et une tartiflette. Qui est qui? Alors, qui Mélodie, s'il fallait dire... Alors là, moi, j'ai aucune idée. Tu sais pas laquelle non. serait pour toi et non. laquelle serait pour les autres? Des fois, faut pas aller chercher très loin. Ouais. Souvent, faut pas aller chercher très loin.
Tout le temps. Faut pas aller Brian, chercher très loin. t'as une idée à qui tu mets quelle image? Je peux dire, Oui. pour moi, Oui. les tartiflettes me plaît beaucoup. C'est un grand plat pour moi. Je pense que bon, c'est la cuisine française. Je peux dire ça avec beaucoup de douleur, mais c'est la vérité. Pérou, c'est la deuxième cuisine. Deuxième meilleure. Oui, deuxième meilleure. C'est la France la meilleure. Ouais, c'est ça. c'est bien ça. J'avais pris la tartiflette. Ah, pourtant, c'est du fromage qui ouais, envoie, qui- quoi. ouais, C'est- En fait, c'est parce que je l'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup ça. Et donc, si vous accueillez un jour Brian, faites-lui une tartiflette, vous lui ferez plaisir. Ok. Ah, c'est vrai. Ah, c'est Et marrant. on sent quand même que tu as un amour pour la France et ça fait plaisir. Ouais. Bah, c'est sûr que le gars qui mange sûrement pas beaucoup de fromage au Pérou, qui te dit c'est ça que j'adore, là, il est vraiment déterminé. Quoi. Alors moi, j'encourage nos spectateurs. Et puis toi, Arnaud, si t'as pas regardé La Rue du Sel du mois dernier, on va comprendre d'où vient cet amour pour la France. Puis il en dit plus. Donc il nous reste un pneu et une flèche. Ah, limite, moi, la flèche me parlerait plus dans le sens où on a toujours essayé de me dire tu vas là-bas. Et en général, je suis partie dans l'autre sens. Mais après, je sais pas si c'était ça auquel tu pensais. Arnaud? Eh ben, paradoxalement, moi, ça serait la flèche. Et pourquoi? Parce que pendant longtemps, je me suis demandé vraiment si Dieu conduisait ma vie. Et il y avait des situations difficiles. Je me disais, mais je comprends pas, ça a plus de sens. Et je crois en Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur, mais il y a plus de sens en fait. Je sais plus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et un jour, j'ai eu comme ça un flash, une pensée en fait, où je me voyais dans une barque et j'étais dans la barque et c'était tout noir, très sombre, plein de brouillard et tout ça, et je savais pas du tout où j'allais. Et puis je disais à Dieu, mais conduis-moi. Et puis là, j'ai entendu une voix, mais c'est ce que je fais. Et je me suis rendu compte que la barque, finalement, avançait toute seule, sans que je me rende compte, alors que moi, je voyais rien. Et finalement, là, avec les dernières années, tout a pris du sens. Dieu m'a conduit, mais en même temps, il n'aurait pas pu me conduire comme il l'a fait ces dernières années s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé avant. Donc voilà, pour moi, la flèche me parle beaucoup. Okay. Alors, est-ce que dans les situations que tu décris là, par exemple, ta situation professionnelle était un de ces moments? Un de ces moments, oui, mais pas que. Il y avait une somme de choses compliquées. Et du coup, ouais, c'était... Là, je comprends plus, Seigneur. Alors, du coup, il y a un lien, mais moi, c'est bêtement terre à terre, mais moi, j'avais mis le pneu parce que dans une de tes situations professionnelles, tu travaillais chez notamment un fabricant de pneus vers Clermont-Ferrand. On préfère pas citer la marque, hein, non, même si on a laissé des indices. Fabricant multinational à Clermont-Ferrand, on voit pas du tout qui c'est. Et quand je t'entends parler de cette barque qui va à bon port, en fait, malgré tout, je pense au psaume 107 où on a une série de situations qui se terminent toujours par et Dieu les conduisit. Et des fois, on lutte, et puis Dieu conduit quand même. Puis des fois, on veut aller dans le bon sens, et Dieu conduit aussi. D'où le pneu, quoi. D'où le pneu. Voilà. Et puis la flèche, c'était tout simplement parce que tu tires à l'arc. Oui. Donc c'était très terre à terre. Mais dans ce que je disais, je peux te donner un exemple très bête par rapport à l'écriture. Quand je dis, les gens, ils essaient toujours de m'envoyer là, et en fait, Dieu m'envoie toujours de l'autre côté. Quand j'ai été plus jeune, j'avais 15 ans, j'écrivais vraiment beaucoup, je passais beaucoup de temps du coup dans ma chambre à écrire, etc. C'est le moment d'ailleurs où j'ai écrit Né autre part. Et en fait, mon père, en voyant ça, je pense, s'est un petit peu inquiété et m'a dit arrête d'écrire, ça sert à rien, tu perds ton temps. Et du coup, un an plus tard, il était dans le canapé et j'arrive avec le contrat d'édition. Il n'était pas au courant que j'avais démarché des éditions. Et je suis arrivée et je lui ai montré le contrat et j'ai dit papa, tu peux signer parce que comme je suis mineure, il faut que tu signes. Et à partir de là, alors déjà, il a eu une tête mythique. Quand il a lu contrat d'édition, c'était magnifique. Mais en fait, je pense qu'à partir de là, il a compris que, en fait, lui, il avait une vision pour ma vie et Dieu, il en avait une autre.
Et un de mes grands-pères m'a dit une phrase qui m'a beaucoup interpellée quand il était question de mon ministère pastoral, sur le fait que voilà, j'avais beaucoup de difficultés à me faire comprendre par les gens, etc. Il y avait aussi beaucoup d'adversité sur ce sujet-là. Et en fait, il m'a dit mais il faut pas oublier que les hommes ne sont que des hommes et que parfois ils en oublient ce que c'est que l'appel divin. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté dans ces temps difficiles où vraiment les gens essayaient de me caser dans quelque chose et où en fait, moi, je peux pas y rentrer. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je ne peux pas, par la différence que j'expliquais tout à l'heure. Mais c'est aussi, en fait, c'est peut-être pas le plan de Dieu, tout simplement. Et du coup, cette flèche-là, voilà, elle me fait penser à ça. Mais effectivement, je tire à l'arc aussi. En fait, je vous explique pourquoi je fais que des jeux géniaux. Parce que les invités font le jeu, en fait. C'est pas moi qui fais le jeu, donc c'est pour ça. J'ai mis 3 images au hasard. C'était parfait. Peut-être que la prochaine fois, j'espère que nos futurs invités, je fais un truc random. Puis comme ça, ils vont nous raconter des histoires. On va dire, oh, comment tu sais ça? Puis, oh, bah, je vais bien renseigner. Ah, t'es au courant pour la flèche? Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, justement. Juste après ça, eh bien, je vous interroge sur une dernière thématique où j'aimerais votre regard croisé à nouveau. Et cette fois-ci, on va parler d'oser tenter l'aventure. Juste après ça. Ouais, puisque j'avais un peu l'impression, en vous rencontrant les mois précédents, que vous êtes des aventuriers. Toi, Jean-Philippe, je sais que tu es un aventurier. Là, il n'y a pas de mystère. Et il veut nous envoyer sur des îles désertes. Ah oui, c'est ça. Et donc, vous êtes un peu des aventuriers. Brian, je pensais à toi, ingénieur en agronomie au Pérou et qui décide d'aller bosser pour Compassion, donc l'équivalent CEL au Pérou. Je pense bien sûr à l'aventure Connect Me pour toi, Arnaud. Et pour toi, Mélodie, je pensais bien sûr à l'aventure artistique, l'écriture de livres, t'en parlais à l'instant, t'as 5 ouvrages, 5 romans, des romans peut-être aussi, mais... Non, j'ai pas encore fait. J'ai 5 romans à mon actif, 5 romans, pardon, on va y arriver, à ton actif. Donc voilà, aussi toute une aventure où j'imagine il y a 36 000 défis, etc. On pourrait en parler en long, en large, en travers. Mais j'aimerais vraiment vous interpeller sur ce prisme-là de oser tenter l'aventure, peut-être encourager les gens qui sont en train de peut-être démarrer, oser tenter une aventure, quelque chose où peut-être ils sentent un appel ou quoi, je ne sais quoi. En tout cas, oser tenter l'aventure. Qu'est-ce que tu aurais un conseil, Brian, sur oser tenter l'aventure ou à ceux qui sont peut-être dans une dynamique de « Ah, je sais pas si je dois foncer là ou pas ». Qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu dis en fonction de ce que toi, tu as vécu, notamment en allant bosser chez Compassion? Wow, c'est une question très bonne question. Je crois que par moi, me plaît beaucoup des domaines. Musique, art, aventure, voyage, etc. Et quand j'étais jeune, je suis jeune maintenant, mais plus jeune, et j'avais beaucoup de doutes. Donc, j'ai dit quelque chose je vais faire, ingénieur, musicien, chanteur, compositeur, voilà. Et finalement, j'ai dit, OK. Et je pense qu'il y a un verset qui parlait sur que les chemins des fils de Dieu seront... se fermer une porte, tu continueras. Se fermer l'autre porte, tu continueras. Le Seigneur s'occupe de toi, de te fermer la porte. Il me souvient d'un verset très fort, qui c'est quand l'apôtre Paul et voulait aller à la prédication à Bethanie, l'Esprit Saint a fait les a empêchés. Oui, en Macédoine, c'est ça? Ouais. Exact. Ouais. 3 fois. Ouais. Et je me questionnais. Et à l'époque, il aimait faire une chose très bonne, la prédication. Pourquoi l'Esprit a fermé la porte pour aller là 3 fois? Je m'imaginais que l'apôtre Paul se sentit comme très frustration, je ne sais pas. Mais si le Seigneur qui t'a donné, si tu es en confiance, en relation, comme nous avons parlé déjà, et avec lui, et tout va marcher et le Seigneur fera les chemins, t'ouvrira la porte, fermera, etc. Donc, quelle est la clé de ça? Marcher. Okay. Marcher pour les choses qui t'es passionné, pour les choses qui sont très fortes en ton corps, avec une foi que le Seigneur va conduire
espace, ton chemin, fermera la porte et tu te sentiras, ah, voilà pourquoi elle a fait ça, mais finalement, c'est le Seigneur qui t'a fermé la porte, t'a ouvert la porte. Peut-être pas être frustré non Gérer plus. ton chemin. Ne Ouais. pas être frustré non plus quand les portes se ferment alors qu'on pensait on avait l'envie d'y aller, quoi. Oui. Ok, très bien. Mélodie, on passe chez toi. Qu'est-ce que toi tu conseilles? Comment ton histoire résonne avec cette idée de oser tenter l'aventure? Ben ouais, saisir l'occasion, saisir l'opportunité. Alors j'essaie de me recentrer parce que j'ai plein d'idées dans tous les sens là. Je pensais à une phrase en fait de Saint-Exupéry, il me semble, qui dit « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». Et je trouve qu'on est dans une société qui met énormément de barrières, qui nous dit qu'il faut pas qu'on essaye, qui nous dit il faut rentrer dans tel chemin, il faut faire ça comme ça, qui nous dit qu'on n'est pas capable, etc. Alors que Dieu il met dans nos cœurs des rêves qu'il faut qu'on suive. Et il faut vraiment qu'on arrive à dépasser ces barrières, non seulement sociétales, mais du coup qui finissent par être les nôtres, parce qu'on nous a appris à mettre ces barrières-là, alors qu'en fait, Dieu il les veut pas. Quand il met quelque chose dans notre cœur, ben il faut qu'on y aille et il faut saisir l'opportunité. C'est quelque chose où on ne sait pas si dans 2 heures on sera encore là. Dixit le regard de ton papa quand tu as 15 ans. Qui Dixit te dit, le regard de mon papa. Dixit. Fais autre chose que d'écrire. Écrire, ça sert pas à grand chose à part s'amuser. Alors honnêtement, je pense vraiment, il aime pas que je raconte cette histoire parce que du coup il passe pour voilà. Mais non, je pense que vraiment il s'inquiétait pour moi et c'était pas méchant quand il me le disait. Mais quelques jours avant mon baptême, donc quand j'avais 15 ans, j'ai failli mourir et quand je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a toujours un temps de comment dire, un peu d'état de choc, mais quand je m'en suis rendu compte que mais là ça aurait dû s'arrêter en fait, j'ai commencé à vivre toute ma vie comme si c'était du temps bonus. Et j'ai dit à Dieu, mais je veux que ce temps-là, c'est toi qui me le donnes, je veux que ce soit utilisé pour toi. Et je veux pas passer une minute de plus à faire autre chose que parler de toi et de ton amour. Et du coup, ben forcément, quand on avance avec cette vision-là, c'est, ben oui, toutes les opportunités, tu les prends. Ouais, toute la vie devient de l'aventure, quoi. Okay. C'est ça. À la bonne heure. Et du coup, c'est vraiment, ben, allez-y, pourquoi pas? Ok, trop bien. Arnaud, même combat de ton côté? Moi, je pense qu'il y a des temps où c'est sûr qu'il faut qu'on avance seul, qu'on ose, mais je pense pas que ça soit la majorité des temps. Et pour moi, je vois la réalisation des rêves en équipe, en groupe, en communauté. Et parce que je nous vois un peu comme des pièces de puzzle et on a de sens qu'ensemble, en fait. Et du coup, on aurait pu faire la flèche en puzzle. Et c'est que quand les pièces sont bien connectées les unes aux autres, bah, qu'on peut avancer et que le tout prend de la saveur, prend du sens. Donc ouais, pour moi, c'est ça. Par contre, parfois, bah, Dieu nous mettra dans des situations où là, non, c'est toi qui dois prendre la décision, qui dois oser, qui dois te lancer. Voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que peut-être, notamment pour les plus jeunes, hein, qui sont très en recherche, mais c'est vrai pour toutes les générations, mais tout particulièrement pour les jeunes, à se dire où sont mes rêves, où est-ce que je dois aller avec mon existence. Bah, peut-être que des fois, ils analysent trop cette question-là avec eux-mêmes, l'individu uniquement, sans peut-être envisager le collectif qui peut aussi avoir son mot à dire et son sens. Ouais. Bien joué, super, j'adore. Je suis impressionnée, moi, par la puissance des réseaux. Et tout particulièrement dans le milieu chrétien, en fait. On est vraiment un tout petit monde et finalement, on trouve des connexions avec tout le monde. Quand on rencontre les uns les autres, ah, attends, telle association, en fait, ça nous connecte, ou telle église, ou telle personne qu'on connaît tous les deux. Et je trouve que justement, ce côté ensemble, effectivement, en fait, on peut, nous, aider les autres aussi à réaliser leurs rêves. Oui. Et enfin, tout bêtement, si je me retrouve auteur, c'est aussi parce que j'ai des lecteurs. Enfin, c'est bête à dire, mais oui, il y a le côté individuel et il y a le côté église. J'utilise le mot, attention. Mais côté communauté, église, on est là pour ça, en fait. On est là pour avancer tous ensemble. Ok, trop bien. Et c'est pas toi qui vas contredire, Arnaud, avec un réseau social, ConnectMe, n'est-ce pas, qui permet de connecter les gens pour nous faire cheminer et avancer, pour exercer le bien. Jean-Philippe, réaction à chaud. Très touché par ce qu'a dit Arnaud. En fait, ce qui, alors, pour le coup, ça va aussi à l'encontre d'une société individualiste. En fait, finalement, on est quelque chose qu'ensemble, en fait, et c'est très beau parce que ça rejoint encore une fois ce qui a été dit au sujet de l'amour.
Et j'avais une autre idée. Ah oui, je pense aussi, en vous écoutant tous les trois, à cette chanson de Calogero qui s'appelle « C'était mieux après ». Et c'est vrai, la crainte est mauvaise conseillère, enfin la peur est mauvaise conseillère, et en fait ça paralyse. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Brian, aussi sur l'idée de se mettre en marche. Alors on se trompera peut-être, mais au moins on sera en marche, quoi. Trop bien. On arrive déjà tout doucement au bout de cet happy hour. Merci beaucoup encore une fois pour le moment qu'on a passé ensemble en émission, ce moment de partage. On sent bien qu'on aurait pu laisser nos discussions courir longtemps. Mais on se réserve ça pour une prochaine fois, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, Brian, vraiment, on te souhaite un très très bon retour au Pérou. Tout particulièrement, on pense à toi, toute l'équipe Compassion là-bas. Merci. Et on se réjouit d'avoir des nouvelles et de se connecter un petit peu au Pérou grâce à toi. Merci beaucoup pour ta venue ici. Oui, également, je veux partager sur la rue des Sels et des mots de chacun. Je parlais un peu avec chacun et voilà, nous sommes en contact. Je pense que bon, il y a une différence d'horaire, mais c'est très génial les choses qui m'inspiraient beaucoup, les choses qu'il fait avec Connect, avec les livres qu'il écrit. Bon, voilà. C'est une chose que je veux sauvegarder pour partager là-bas au Pérou également, pour travailler. Ouais, ça fait du bien de se rencontrer, tout simplement. Et puis, bien sûr, Connect Me, toujours encore l'application à aller absolument découvrir. Et on en a beaucoup parlé ensemble dans l'émission. Ceux qui n'ont pas vu l'émission, il faut regarder l'émission à Carnot, puisqu'effectivement, elle vous permet un petit peu de découvrir tout ça. Et puis, bien sûr, il y a tes ouvrages qu'on peut acheter, les romans, où il y en a un peu pour tous les âges. On avait discuté de tout ça aussi ensemble. On remettra le lien dans la description de cette vidéo pour tous ceux qui aimeraient découvrir les différents livres avec ton site internet. Jean-Phi, ce n'est qu'un au revoir. Au mois prochain. C'est ça. Allez, plein de bisous les amis. À bientôt. Tchuss.